T'as lancé? On y est de toute façon, gros. Allez, Gros. Nathan, on est là pour ça en même temps. Hein. on est là pour ça, mec. Tiens, tablette. Hop. Tac. Bon, on y est. On y est. On y est. Le premier. Premier podcast, du coup. Donc, dis-nous, Johnny, on est où là? Là, on est à Chamonix, terre du trail un peu. Ok. On va faire notre premier podcast. Ça fait un moment qu'on en parle. Depuis ce moment où on s'est rencontrés en séminaire. Ouais. Et voilà, on y est. Il n'y a plus qu'à. Hein. Exactement. Donc, premier podcast, on a décidé de parler de, je pense, le principe le plus fondamental de l'entraînement, peu importe ce que tu entraînes, c'est la surcharge progressive. Ouais. Toi, comment tu définis la surcharge progressive? Moi, comment je définis la surcharge progressive? Alors, personnellement, je définis la surcharge progressive comme une augmentation progressive de la charge d'entraînement dans le temps. Okay, en fait, l'augmentation des différents paramètres, des différents facteurs de l'entraînement. Et toi? Pour moi, la surcharge progressive, ça va être simplement de progressivement, c'est dans le terme, ouais, voilà, c'est dans le terme, ça va être d'augmenter les intensités, mais aussi les volumes auxquels tu vas exposer tes tissus ou même de manière plus générale ton organisme. Parce que c'est vrai que moi, donc c'est vrai qu'on ne s'est pas trop présenté, mais c'est vrai que je suis préparateur physique plutôt, on va dire, en salle, entre guillemets, dans le développement des qualités physiques, athlétiques. Toi, tu fais ça aussi, mais tu es beaucoup dans tout ce qui est préparation pour les sports d'endurance, sport outdoor. Et au final, c'est une notion qui est commune. Bah, totalement. En fait, dans tous les entraînements, au-delà des préparations en salle ou des sports d'endurance, sur des sports collectifs, c'est pareil. Sur des sports un peu plus techniques, genre si on prend le tir à l'arc, quoi que ce soit, si tu veux développer tes qualités physiques, c'est pareil. En fait, c'est transversal à toutes les pratiques sportives, je pense. Ouais, et c'est important ce que tu viens de dire, c'est que même pour de l'apprentissage technique ou de l'apprentissage moteur, au final, tu as aussi cette notion de surcharge. Tu ne viens pas apprendre du jour au lendemain un mouvement ultra complexe comme, je sais pas, on peut prendre l'haltérophilie puisque toi et moi on connaît. Tu ne viens pas du jour au lendemain surcharger ton cerveau d'informations pour apprendre la technique. C'est juste pour dire que c'est pas juste la charge que tu mets sur ta barre, c'est pas juste la durée de ta sortie en course à pied. Ça rentre, l'apprentissage technique rentre aussi dans cette notion de surcharge progressive. Tout simplement, tu ne commences pas par le snatch direct, quoi. Tu fais des étapes intermédiaires. Voilà, tu apprends toutes les semi-techniques, exactement. Ouais. Et il y a un petit truc qui m'est venu en tête là quand tu as parlé de toi, ta définition de la surcharge progressive. Tu as parlé de volume et d'intensité. Est-ce que tu peux définir soit le volume, soit l'intensité, et puis moi je te définis l'autre selon moi, et puis après on inverse. Commence par celui que tu veux. Alors l'intensité, c'est, pour moi l'intensité c'est relatif à un max. C'est relatif à un max. Ça peut être une charge max, ça peut être aussi une vitesse max. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent la notion de la 1RM, donc la charge maximale que tu peux te déplacer une fois. Donc, par exemple, en squat, on travaille beaucoup avec des pourcentages de la 1RM. Et puis, je parlais de vitesse aussi parce que, par exemple, ça peut être ton sprint. Ton sprint, c'est, par exemple, ton allure max en course. Et tu peux très bien travailler avec, imaginons, des pourcentages de cette allure max. Donc, l'intensité, pour moi, c'est ça. C'est relatif à un effort max. Alors après, est-ce qu'on doit travailler avec des pourcentages de charge ou des pourcentages de vitesse? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense aussi qu'il y a on peut travailler avec des intensités subjectives, mais voilà, pour moi, c'est ça l'intensité. L'intensité, ok. Ouais, je te rejoins sur pas mal de choses quand même. Hein. Sur les charges, l'intention. Voilà, en fait, c'est juste avoir des pourcentages, que ce soit subjectif ou objectif, de quelque chose qui est maximal en fait. Exactement, de quelque chose qui est maximal. C'est obligé. Donc voilà. Moi, personnellement, au niveau du volume, et après, je pense qu'on va se rejoindre sur un point qui est le volume à une certaine intensité, ou le volume d'intensité plutôt. Ouais. Donc, personnellement, le volume,
Qu'on dissocie sport d'endurance, sport collectif ou préparation physique en salle, ou même tout simplement quelqu'un qui veut juste faire de la musculation d'un point de vue santé, le volume en fait c'est ce que tu fais en général, d'accord? C'est-à-dire le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps que tu peux passer sous tension, ok? Faire 10 reps avec un tempo lent ou 10 reps avec un tempo rapide, à la fin de ta séance, tu n'as pas passé le même temps sous tension, donc c'est pas la même difficulté. Si on part plutôt sur des sports outdoor, des sports d'endurance, ça va être ton temps, okay, la durée de ta sortie en une sortie, le dénivelé, ça peut être en vélo, en trail, ça peut être au-delà de la durée de la sortie en elle-même, ton volume total dans la semaine, d'accord? Et c'est là où je pense que le volume d'intensité, pareil, quelles que soient les pratiques sportives, est très important parce que 8 heures d'entraînement à basse intensité, que ce soit de l'hypertrophie de loin de l'échec ou de la zone 2, de l'endurance fondamentale en course à pied, en sport d'endurance, c'est pas pareil que 8 heures à bloc. Donc je pense qu'au-delà du volume général, rep, série, temps, temps sous tension, je pense que le volume à une certaine intensité est primordial aussi à comprendre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Au final, le volume, juste pour le résumer, en un mot, c'est une quantité. Ouais, une quantité, C'est exactement. une quantité, c'est juste ça. Il faut contrôler du coup ta quantité d'entraînement. Ça me fait penser sur l'intensité. Qu'est-ce qu'on entend par volume d'intensité? C'est si par exemple, toujours pour rester sur l'exemple de la 1RM au squat, si je fais ma 1RM en back squat, je ne vais pas pouvoir faire, je ne vais pas demander à quelqu'un de faire 10 fois sa 1RM. C'est impossible parce qu'à partir du moment où tu as fait un 1RM, tu as fait un 1RM. En tout cas, sur une séance. Donc le volume d'intensité, ça va être, par exemple, je vais demander de me faire 10 séries, pour rester dans le même exemple, 10 séries avec tant de reps à tel pourcentage de cette valeur max. Je pense qu'on a bien balayé les notions de volume et d'intensité. Volume et intensité, ouais. Voilà. Après, moi, si c'est pour les personnes peut-être qui sont un peu plus dans l'outdoor, que ce soit fondeur, cycliste ou même runner, trailer, au-delà du nombre de séries, en fait, ton volume à une intensité donnée, il faut bien comprendre que déjà la base, c'est ta base, ton endurance de base, ton endurance fondamentale. Et si tu tapes d'une semaine à l'autre, tu passes de 1 heure de haute intensité. Pour moi, la haute intensité, la fatigue, elle augmente dès que tu passes ton seuil 1. Donc je pense que dès que tu passes ton seuil 1, tu peux appeler ça de la haute intensité. Après, il y a de la basse intensité dans la haute intensité et de la haute intensité dans la haute intensité. Si on se rapproche d'une préparation physique en salle, c'est un peu la proximité de l'échec ou la difficulté, le pourcentage. Ouais, c'est toujours relatif à un max. Exactement, relatif à un effort max. max, à une charge max, à une... Ouais, c'est ça. Et donc je pense que aussi le volume d'intensité, en fait, il doit vraiment être pris en compte. Parce que si tu as 2 semaines à 8 heures d'entraînement ou 2 semaines à 550 kilos de tonnage, ok, mais que tu as une semaine où sur ton sport outdoor, tu as fait 8 heures de zone, 2 heures de zone 5 et que l'autre tu as fait 1 heure de zone 5, au final ta semaine qui a le même volume d'entraînement global, elle n'a pas le même impact sur ta fatigue personnelle et pareil sur ton tonnage total. Si tu as fait beaucoup de proximité de l'échec ou tout simplement d'efforts maximaux, c'est pas pareil que de faire beaucoup de reps loin de l'échec. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, même à l'échelle d'une semaine, tu peux pas te dire que je vais faire des intensités max toute la semaine. Ouais. Il faut répartir ces intensités. Et au final, ça rentre dans la planification de l'entraînement et du coup dans la surcharge progressive. C'est que tu peux pas à chaque entraînement, imaginons que tu t'entraînes 5 fois par semaine, du lundi au vendredi, tu peux pas du lundi au vendredi aller faire lundi ton intensité max, faire du sprint, le mardi faire ton intensité max, lifter les plus grosses barres que tu peux en squat, en deadlift, en bench. Voilà, tu peux pas, c'est pas possible de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il faut polariser tes intensités
à l'échelle d'une semaine. Ouais, et je trouve que là, tu as soulevé un point ultra intéressant, c'est que au-delà, là, tu as pris 2 exemples, sprint et une charge maximale sur peu importe quel mouvement. Il faut savoir que bah, au-delà de la fatigue générale, tu as une fatigue nerveuse qui est accumulée. Et Absolument. même si tu fais par exemple lundi sprint à bloc, mardi back squat 1 RM, mercredi 1 RM bench, alors certes, ce n'est pas les mêmes groupes musculaires qui travaillent, ce n'est pas les mêmes patterns, mais ton nerveux, c'est ton nerveux, quoi. Donc ton lundi et ton mardi aura influencé ton mercredi, d'où l'importance, comme tu Exactement. dis, de polariser les entraînements, quoi. Du coup, si tu as fait un max le lundi, est-ce que le mardi ou le mercredi, tu es réellement en train de faire un max, même si c'est un autre mouvement? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Après, dans l'entraînement, des fois aussi, on ne fait pas forcément ce qui est le plus optimal, on fait aussi ce qui est possible. Parce qu'en prépa physique, il ne faut pas se mentir, ce n'est pas la priorité. Oui. Alors quand tu es avec des gens qui veulent faire de la performance, c'est souvent pas la priorité. La priorité, ça va être le sport, le contexte pour lequel on se prépare. Si je prends le cas d'un trailer, sa priorité, ça va être le trail, pas la prépa physique. La prépa physique va certes permettre d'optimiser, de prévenir certaines choses, mais ce n'est pas la priorité. Le plus gros volume sera dans le train. Alors après, c'est sûr, tu vas me dire, je pense que ça dépend des périodes, des saisons, de à combien de temps tu te trouves de ton échéance, etc. C'est contexte dépendant. Voilà, mais c'est pour ça que quand tu programmes quelque chose, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Bah non. Il faut réfléchir à plein de choses, il faut réfléchir à tout ce côté science en fait qu'on a, mais aussi à la personne, à ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, le temps qu'elle a, ce qu'elle a à disposition. Matériel, ses connaisses, son Ses expérience. ses gènes, ses douleurs même, parce que c'est pas tolérable de venir pratiquer avec la douleur en fait. Donc la douleur sera toujours la priorité selon moi, hein, en préparation physique. Ah bah ouais, La blessure ou la douleur. traiter un peu justement ces choses qui sont gênantes. Parce que on parlait de tout à l'heure, enfin tu parlais de le lundi tu fais un RM, est-ce que le mercredi tu fais vraiment un RM? Mais là c'est pareil, est-ce que tu vas vraiment exploiter tes capacités totales si tu es tout le temps limité par une petite gêne? Ah, c'est ça. Donc voilà. Exactement. Et d'ailleurs en parlant de douleur, on voulait soulever un autre point. Donc là on a défini volume-intensité et le volume d'intensité. Et je pense qu'un autre point à soulever, en fait, ce qui fait totalement partie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de la surcharge progressive, ok, qui fait totalement partie de la compréhension de la surcharge progressive, c'est le principe de contrainte-capacité, en fait, Ouais, qui exactement. est très important. Parce que si déjà tu ne connais pas tes capacités, on pourrait en fait définir tes capacités par tes capacités physiques, en gros, qui sont générales, spécifiques à quelque chose. C'est ce que tu es capable de faire. Oui, voilà, et tes différents systèmes en fait. Ça peut être très bien, tu es super fort en cardiovasculaire, mais musculaire, tu es très mauvais, musculairement. Enfin, voilà, il y a tissulairement, articulairement, il y a toutes les capacités, mais c'est ce dont tu es capable de faire. Il y a tes capacités aussi en force, en vitesse, en endurance, parce que tu peux être faible musculairement, mais par contre, tu es très endurant. Voilà. Par exemple. Ah oui, ouais, mais Voilà, c'est juste c'est le spectre. C'est juste pour polariser un peu exactement. Ouais. Et du coup, au niveau des capacités, comme on l'a dit, il faut connaître tes capacités, ok, savoir de quoi tu es capable, qu'est-ce que entre guillemets tu as dans ta boîte à outils. Et à côté, je te laisse parler des contraintes, parce que tu as connu quand même pas mal de blessures, donc ça te permet de toi parler des contraintes qu'on inflige sur nos capacités. Bon, ok, en fait, si on a voulu parler de la notion de capacité-contrainte, c'était pour parler de blessure. En gros, l'idée derrière cette notion, c'est que si les contraintes que tu vas placer sur tes tissus ou même ton organisme, en fait, sont trop importantes, sont supérieures à ce que tes capacités te permettent de faire, et ben c'est là où tu risques un peu d'aller au casse-pipe, en fait, d'aller te blesser. Ouais. Si tu viens sur ton back squat mettre une charge très importante, tu vas chercher ta 1 RM, mais que tes tissus au niveau, par exemple, de tes genoux ne sont pas capables de tolérer la contrainte, en fait, tu peux être sûr que tu vas en ressortir avec des douleurs. Et dans le pire des cas, ça peut être avec une blessure. Et ça, c'est valable aussi pour des blessures traumatiques.
Donc moi j'ai expérimenté ça dans mon sport, dans la slackline acrobatique. Je me suis pris des tôles, il faut le dire, et je me suis fait ligament croisé, une fracture au radius en peu de temps, trop peu de temps d'ailleurs. Mais voilà, dans un sport par exemple avec du contact, comme j'en sais rien, le foot, le rugby ou même des sports de combat, ça peut être sur un contact. Je fais un changement de direction et en même temps j'ai un joueur qui me tombe sur le genou, bam, je me fais un genou. Donc ça, au final, le mécanisme est toujours le même, c'est que je place trop de contraintes sur un tissu et il n'est pas capable d'encaisser ces contraintes. Et là c'est vrai qu'on a parlé uniquement de capacité, enfin, comment dire, uniquement de blessures traumatiques, mais c'est valable aussi pour le chronique. Je pense que toi, ça, tu as dû l'expérimenter dans ta pratique d'endurance parce que tu n'as jamais de choses vraiment très traumatiques. Ouais. C'est de l'usure. C'est de l'usure. Et au-delà de ça, en fait, au-delà de la blessure en elle-même, ce que j'ai pu constater sur moi-même, parce que je suis très émotif, personnellement, au-delà de la blessure physique, c'est la santé mentale. C'est-à-dire, je pense que si tu as les capacités physiques, tu les pousses, ok, tu mets des contraintes qui sont cohérentes par rapport à tes capacités pour progresser. Ok, donc tu mets des contraintes cohérentes. Mais qu'au-delà de ça, ta capacité de travail, ton acceptation au temps d'entraînement, au temps que tu dédies à l'entraînement, enfin vraiment, l'acceptation du travail, il n'est pas là derrière. Au final, tu n'as pas les capacités d'accepter le travail que tu te contrains, ok, tu peux avoir aussi des douleurs, on peut appeler ça des douleurs mentales en fait. Pas envie de s'entraîner, pas la motive, pas de bonnes sensations. Et ça, c'est aussi quelque chose d'usure en fait. C'est que la première semaine, tu ne vas pas t'en rendre compte. Le premier mois, tu vas peut-être te dire « Ah, je vais un peu trop forcer, je suis allé un peu trop loin, j'ai fait des sorties trop longues, j'ai poussé trop lourd à la salle. » Et c'est sur du long terme. Donc en fait, c'est plutôt des blessures d'usure au-delà de la blessure qui est extrinsèque. Blessure extrinsèque, c'est tout ce qui est un choc externe, d'accord, chute, choc, contact, enfin voilà. Qui est subite et que tu ne peux pas forcément prévoir. Tu peux t'y préparer, mais tu ne peux pas prévoir la blessure extrinsèque. Ouais. Au-delà de ça, la blessure intrinsèque, elle peut être brutale. J'aime pas ce terme, mais info-mouvement ou tout simplement des contraintes supérieures à tes capacités. Mais elle peut être aussi incrémentale, c'est-à-dire tu te blesses progressivement. Exemple concret pour les runners avec qui ça va beaucoup parler, la périostite. Okay, la périostite, ça ne va pas t'arriver du jour au lendemain. Ça va être progressif parce que ton volume, ta surcharge progressive n'a pas été respectée. Okay, tu as mis des capacités trop élevées par rapport à des contraintes trop élevées par rapport à tes capacités, soit trop vite, soit trop longtemps. Voilà. Soit trop fort. Exactement. Donc, au-delà de la blessure traumatique, comme tu l'expliquais, il y a tout ce qui est blessure d'usure et blessure intrinsèque, quoi. Tout ce qui est, on pourrait appeler ça myoaponévrotique surtout. Ouais, Ou exactement. même articulaire, tendineux. Enfin, ouais, myoaponévrotique. Au final, c'est ça du coup qu'on cherche à faire en préparation physique grâce à la surcharge progressive, c'est d'augmenter nos capacités, ce qu'on peut tolérer comme contrainte. Ça ne veut pas dire que on sera le plus fort du monde, tu vois, on parlait de blessures traumatiques, ça ne veut pas dire que si tu te prends un gars qui te tombe dessus à un moment, je pense que tu vas quand même te blesser. Par contre, le fait d'avoir augmenté la capacité de tolérance de contraintes de tes tissus ou de ton organisme pour être plus général, fait que tu vas quand même pouvoir réduire en fait Mitiger. Voilà, mitiger, merci, c'est le terme que je cherchais. Mitiger en fait le risque de blessure. Ça veut dire que tu vas quand même te blesser, mais la blessure sera moins grave. Et au lieu d'avoir une blessure qui va s'étaler sur plusieurs mois, et peut-être qu'en quelques semaines, si tu la traites correctement, ce sera réglé et tu auras récupéré tes capacités, voire tu seras même au-dessus de ce que tu voulais faire. Le grade de ta blessure en fait, le degré de gravité de ta blessure. Donc au final, si les contraintes que tu places sur ton organisme sont trop importantes par rapport à tes capacités, tu risques de te blesser ou pas forcément de te blesser, mais de t'user et puis même de déborder en fait sur ce qu'on appelle le surentraînement. Si tes contraintes que tu places, elles ne sont pas suffisamment importantes
eh ben, au final, tu génères aucune adaptation. Donc en fait, c'est même pas un stress. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a oublié de préciser ça, mais en fait, c'est la base de l'entraînement. La base de l'entraînement, c'est de stresser l'organisme et puis de profiter de ce phénomène de surcompensation. Je démarre à un niveau 1, je vais m'entraîner, je vais régresser et puis après, je vais récupérer. Et c'est après cette phase de récupération seulement que je serai à mon niveau 2. Et en fait, c'est ça se fait sur du long terme. Entre ma séance 1 et ma séance 2, la progression que j'ai eue, elle est invisible. Oui. Elle est invisible. Mais par Même contre, de ta semaine 1 à ta semaine 2. Hein. ouais, c'est vrai. Mais entre ta séance 1 et ta séance 100, eh ben là, tu as un gros gap et là, tu as une vraie progression qui est visible en fait. Ouais, donc pour revenir à ça, justement, ce que tu viens de dire là au niveau contrainte supérieure capacité, usure, blessure. Okay, après, tu as parlé justement du stress et c'est là où on en vient au deuxième, c'est contrainte inférieure, mais vraiment inférieure, loin de tes capacités, c'est stagnation pendant un certain temps, voire même au bout d'un moment régression. Ouais, voire même une régression, exactement. Voire même une régression. Okay, on a tous pu expérimenter ça, que ce soit en période de vacances, tu t'entraînes pas pendant 1, 2, 3 semaines, d'accord. Que ce soit en période de blessure, tu te focus sur, tu t'es fait mal au genou, tu te focuses sur ton genou, tu vas perdre certaines autres capacités physiques. Okay, tout simplement. Tu ne travailles pas, tu ne mets pas de stress, ou alors tu mets très peu de stress, stagnation, voire régression. Et le dernier, c'est là où il faut jouer avec les paramètres de la surcharge progressive, savoir où tu en es, savoir tes capacités, savoir quelles contraintes tu mets pour engendrer le bon stress qui te permet la progression. Okay, donc, on va imaginer, c'est un peu le principe de surcompensation, mais on va imaginer une ligne rouge. Okay, la ligne rouge, c'est au-dessus de ce volume, tu as un risque de te blesser, tu as un risque d'usure. Okay, mais il n'est pas brutal. Hein, c'est si tu passes trop de temps au-dessus de cette ligne rouge, là, c'est dangereux. Okay, si tu passes peu de temps, ça peut créer des adaptations qui sont plus importantes que si tu es juste en dessous de cette ligne rouge. D'accord, donc on a notre ligne rouge, c'est notre capacité, ce qu'on est capable d'encaisser. Juste au-dessus, il y a un risque si on y reste longtemps. Si on ne reste pas très très longtemps, il n'y a pas de risque. C'est justement de la progression. Si par contre on est loin en dessous, vraiment très loin de cette ligne rouge, sur stagnation voire régression, et c'est là où il faut essayer de se rapprocher de cette ligne rouge, la dépasser, rester assez proche, sans être trop loin au-dessus, trop loin en dessous, pour justement avoir les résultats escomptés. J'avais fait une publication là-dessus que j'avais appelée la surcharge optimale. Et en fait, c'est que dans surcharge progressive, il y a quand même le terme de surcharge. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on est un peu uniquement dans la mise en garde parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Mais il y a quand même cette notion de surcharge. Et que je me souviens, j'avais dessiné une figure, un spectre en fait. Et c'est que d'un côté, tu as trop de surcharge et de l'autre côté, tu n'as pas assez de surcharge. C'est exactement ce que Gianni vient de décrire. Et en fait, il faut que toi, tu sois quand même un petit peu en direction du trop de surcharge. Il faut quand même aller vers la surcharge. Il faut placer un petit peu plus que ce que tu es capable de faire pour générer justement cette adaptation. Le principe, c'est que ce soit un stress. Si à un moment, ça a été facile et tu n'as pas été dans le dur un peu, tu n'as pas ressenti cet effort, bah forcément, il n'y a pas d'adaptation et derrière, il n'y a pas de progression. Que moi, c'est quand j'ai appris ce concept, ça m'a énormément parlé. C'est le concept de répétition effective, en fait, tout simplement. Exactement. Tu es dans une fourchette où, on ne va pas rentrer en détail sur ce principe-là, mais il faut se dire que les répétitions effectives, tu en as 5. Si tu es dans ces 5 reps, tu crées une adaptation. Si tu es en dessous, tu es un débutant, tu peux créer des adaptations. Si tu es quelqu'un d'expérimenté, tu n'auras pas d'adaptation, tu auras de la stagnation, de la régression. Et si tu pousses tout le temps à l'échec, tout le temps, bah là, tu as un risque de blessure. Donc, tu en risque d'usure, de blessure. Blessure, voilà, de régression, quoi. Régression, en fait, on en revient à la même chose, régression, parce que tu es ralenti dans ta progression. T'en fais trop et ton organisme n'a pas le temps de récupérer. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est la bonne dose, la surcharge optimale. Dose optimale pour progresser, créer les bonnes adaptations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'important, c'est aussi de connaître ses capacités. Du coup, on en revient au départ, parce que Nathan ou moi, on n'a pas les mêmes capacités sur les mêmes qualités physiques. On va pas courir à la même vitesse pour créer les mêmes adaptations. On fait de l'hypertrophie sur un mouvement donné, on ne va pas mettre la même charge pour créer les mêmes adaptations. Exactement. Alors qu'on a
le même nombre de séries, le même nombre de reps, juste on adapte en fonction de soi-même. Il est important d'avoir conscience de ses capacités. Et c'est là où du coup on en revient aux notions de volume et d'intensité. Volume, intensité, contrainte, capacité. Tu adaptes le volume, l'intensité au final à la personne et à ses capacités. Ouais, contexte dépendant, exactement. Du coup, on parle beaucoup de capacités, mais ça veut dire qu'à un moment, il faut les tester, ces capacités. Et donc, comment est-ce qu'on teste ces capacités? C'est une bonne question, ça. Bonne question. Il y a plein de choses à tester. Il y a énormément de choses. Énormément de choses. Surtout, encore une fois, surtout sur toutes les qualités physiques, sur toutes les capacités que tu peux avoir. Et je pense que, en parlant de test, logiquement, on va tous se rapprocher du testing, ok? Que ce soit un RM, que ce soit une force isométrique calculée avec un dynamomètre, que ce soit un temps sur une distance donnée, ok? Ouais, Bref. Ou de la vitesse de déplacement de barre. Voilà. Et après, même dans le côté plus, comment dire, dans les disciplines un peu plus métaboliques, entre guillemets, tout ce qui va être puissance critique. Ouais, puissance, vitesse critique, ça, t'es plus calé que moi là-dessus. Mais ça aussi, c'est du testing. Ouais, et ça aussi, c'est de l'évaluation de capacité. Ouais, et du coup, donc ça, c'est vraiment la partie testing. Et je pense, et c'est là où il faut prendre note de vos entraînements. Prenez note de vos entraînements, c'est très important. Exactement. Parce que chaque entraînement est un test en lui-même, ok? C'est vrai ça. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, ça va être écrit dans ta prog, tu me fais 3 répétitions avec un tempo de 3 secondes de descente, 2 secondes en bas. Ok, tu commences à monter en charge, tu te sens super fort. Éloigne-toi de la prog, fais-toi un 3 RM. Tu auras toujours une charge à 3 RM qui te sera, que tu auras testé et qui t'aura permis de connaître quelque chose. Donc chaque entraînement est un test en lui-même. Le meilleur exemple, c'est le CrossFit. Ils font des WOD qui, tout simplement, ils prennent un WOD, ils le font à un instant T, ils s'entraînent, ils le répètent à un autre instant T. T'as allé plus vite, t'as fait plus de reps, t'as progressé. C'est un test en lui-même. En soi, c'est un test en lui-même. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, quand tu regardes les compétitions, les games, ça s'appelle les tests. Ouais, c'est des tests. Et c'est ça. Ouais, c'est les events, ils appellent ça event 1. Mais il y a surtout le principe du CrossFit, c'est que, avant, chaque année, il y avait un redo. C'est-à-dire qu'aux Open, en fait, c'est le principe d'un test, quoi. C'est aux Open, peut-être qu'en 2011, tu as fait un certain WOD. En 2021, ils vont te remettre le même WOD, redo du WOD de 2011. Et en fait, ça permet à certaines personnes de voir leur progression en 10 ans, quoi. Ah ouais. Imaginons, c'était un fort time, finir en un temps le plus rapidement possible. Tu mettais 12 minutes et là, tu en mets 9:30. La progression, elle est énorme, quoi. Donc, c'est un test en lui-même. Chaque entraînement est un test en lui-même. D'où l'importance de prendre des notes et de se satisfaire aussi de la moindre progression, quoi. Ouais. Et 1 kilo de plus, c'est une progression. Je pense que, exactement, ouais. Oui, et puis surtout quand tu vas être expérimenté, tu vas pas progresser de 10 kilos sur tes barres de semaine en semaine. Tu vas progresser de 1-2 kilos. C'est progressif, surcharge progressive. Voilà. Ouais. Et dans progressif, il y a progressif. Il ne faut pas vouloir griller les étapes, il faut vouloir viser en fait une progression à long terme et pas en quelques semaines, pas en quelques mois. Ça prend vraiment du temps. Et je pense vraiment que là, tu as soulevé encore un nouveau truc qui est très important, c'est vraiment la vision long terme, quoi. C'est ça. La vision long terme, c'est que si on fait tous du sport pour différentes raisons, pour différents objectifs, que ce soit d'un point de vue santé, d'un point de vue performance, on fait tous du sport pour quelque chose. Tu peux pas me dire tu vas à la salle, je vais à la salle. Non, c'est pas possible de dire ça. Selon moi, hein. On a tous un objectif en arrière-plan. Mais dans tous les cas, je sais plus ce que je voulais dire, mais dans tous les cas, derrière cet objectif, en fait, voilà, tu le vois à long terme. C'est-à-dire, peu importe que tu veuilles courir un 10 km, courir un trail de 100 bornes, soulever une telle charge sur tel mouvement, ok ? On a tous envie d'y arriver la semaine d'après. On va pas s'en mentir. Plus on y arrive tôt, mieux c'est. C'est sûr. Mais il faut voir le long terme parce que, à part les sportifs de haut niveau où leur salaire en dépend, les sponsors en dépendent, en fait, leur vie va dépendre de leur performance. Ouais, c'est ça. Donc il faut qu'ils aient les résultats escomptés à un moment donné. Ils doivent avoir ces résultats. Ils doivent avoir ces résultats. Nous, on doit les avoir aussi, parce qu'on veut être satisfait de notre entraînement. Mais tu les as au mois de décembre ou tu les as au mois de janvier,
ça va pas influencer ton salaire, ça va pas influencer ta vie quotidienne. Enfin, voilà. C'est pour ça, voyez sur du long terme. Et quand je dis sur du long terme, c'est très très dur, hein. Même moi, en tant que préparateur physique, quand je prépare une saison d'un athlète ou peu importe, c'est très dur de voir sur 3-6 mois, d'avoir les grands concepts, c'est très très dur, d'accord? Mais si tu vois à l'échelle d'une séance, bon là déjà tu te trompes énormément, ok? Ah oui, oui. Si tu vois à l'échelle d'une semaine, tu es déjà un peu plus dans le juste, mais tu te trompes encore. À l'échelle d'un mois, tu commences à te dire, ok, dans un mois, j'aimerais. En fait, c'est pas forcément que tu te trompes. Oui, En soi, ça va dépendre du niveau de la personne. oui, c'est sûr. Quand tu débutes, tu peux progresser de quelques kilos d'une séance à une autre, d'une Oui. semaine à une autre. Mais c'est vrai que, on l'a dit tout à l'heure, mais plus tu vas être expérimenté, plus tu vas avoir un bon niveau, moins la progression va être Ah rapide. bah, moi, elle est fulgurante, ça c'est sûr. Exactement. Ça, c'est sûr. Ta marge de progression, elle est plus fine. Et du coup, c'est essayer de voir sur 6 mois en fait. 6 mois, 1 an. C'est très dur, hein. Je pense que toi aussi, tu as déjà eu affaire à ça. C'est quand même dur à se dire. Mais je pense qu'un bon exemple, c'est les blessures. Les blessures qui t'empêchent à faire quelque chose. T'es blessé au genou, ligament croisé, bah, tu vas passer par l'opération peut-être, par la rééducation peut-être, Exactement, ouais. par la réathlétisation, par revenir à ton sport. Et en fait, ça, tu peux pas le faire en une semaine, un mois. Ça prend 3, 6 mois, 1 an. Ok? Ouais, c'est vrai que la blessure, au final, il n'y a pas meilleur exemple, je trouve, pour parler de la surcharge progressive, parce qu'au final, donc, tu te blesses quand les contraintes sont supérieures à tes capacités. Ok, je fais le lien avec ce qu'on a déjà dit un peu. Ouais. Et ben, au final, c'est un peu comme si tu avais régressé et que tu étais revenu au niveau zéro. Tu es au niveau zéro et là, tout ton tissu, il doit commencer à se restructurer, à se resolidifier, etc. Et, et sur la réhab, moi, dans réhab, j'entends vraiment de la blessure jusqu'à… Ouais, du départ à la fin. Voilà, Ouais, exactement. moi aussi. Dans la réhab, bah, la surcharge progressive fait encore plus de sens. Parce que on parle du croisé, moi j'ai vécu le croisé, bah, je peux te jurer que les premiers mois, tu ne fais pas un squat. Mais par contre, tu vas quand même mobiliser ton genou, tu vas mettre des contraintes qui vont te permettre de faire. Parce que tu peux toujours faire quelque chose. Même quand tu viens de te faire opérer, tu sors de l'opération, il y a des choses que tu peux faire. Moi, je suis sorti de l'opération, immédiatement, on m'a fait bouger le genou Oui. dans ce que je pouvais, Enfin, dans la limite de mes… on t'a surtout dit d'arrêter de tout faire aussi. Bon, ok, on m'a pas dit de bouger le genou. Mais tu l'as fait. Bref, je l'ai fait, mais je l'ai fait dans la limite de mes capacités et dans les limites de ma tolérance à la douleur. Mm. Et si au final je vois que ça me génère trop de douleur pendant ou après, eh ben, je suis dans le faux. Ça veut dire que je mets trop de contraintes par rapport à mes capacités actuelles sur le moment. Simplement, juste pour revenir un peu en arrière, quand on a parlé du coup du testing, à un moment il faut tester. Chaque séance est un test et j'aime beaucoup cette philosophie-là. Et c'est important de noter au final les performances que tu as fait sur ta séance, mais aussi le ressenti et la conséquence entre guillemets. Parce que si t'as chargé très lourd sur tes exercices, le lendemain tu as une courbature ambulante, ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Que tu es ultra T'arrives courbature. pas à monter tes escaliers, Voilà, quoi. exactement. Que le moindre mouvement te met en PLS, c'est que tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fait. Et d'ailleurs, la courbature, c'est en aucun cas un signe De que progression. tu t'es bien entraîné, c'est même plutôt l'inverse. Et je dirais que c'est le premier signe bénin, entre guillemets, le premier signe bénin que tu en as trop fait. Parce que ça veut dire que tu as placé trop de contraintes par rapport à ce que tu es capable de tolérer. On tourne peut-être un peu en rond, vous avez l'impression, mais voilà, en tout cas, c'est important, je pense, de… C'est la base en fait. Voilà, c'est vraiment… C'est un principe de base C'est vraiment ouais, pour dire… qui est épaulé par C'est d'autres vraiment pour dire définitions. à quel point la surcharge progressive est clé. Et quand tu démarres, tu as souvent tendance à ne pas savoir quoi faire. Ouais. Parce que là, on parle de tester. Mais au final, c'est ça, c'est au début, teste. Tu n'as jamais fait de squat de ta vie? Ok, et ben commence, barre à vide. Rajoute un petit peu de poids. Essaye déjà ton Et- poids de corps. Ouais, Tu peux déjà avoir exactement. peut-être des limitations articulaires. Exactement. Et si tu n'es pas capable de les évaluer, bah fais-toi aider. Va voir des préparateurs physiques, on en connaît quelques-uns. Non mais voilà, va voir quelqu'un en qui tu as confiance ou en qui tu peux avoir confiance parce que tu vois son travail
et qui lui t'aidera. Dis-toi que si toi ça ne te parle pas, le préparateur physique, c'est quelque chose qu'il fait tous les jours. Okay, C'est son taf. tous les jours, il s'entraîne pour un objectif et il y va progressivement. Tous les jours, il entraîne des personnes pour les amener vers un objectif et il y va progressivement. Okay, donc lui, c'est quasiment comme toi, tu te réveilles, tu marches, bah lui, la surcharge progressive, c'est pas aussi simple que ça, attention. Hein. Mais une fois que tu as fait ta trame, que tu sais où tu veux emmener la personne, imaginons, on prend un exemple concret, on va passer sur du concret dans les minutes qui arrivent là, mais imaginons tu veux emmener quelqu'un à courir à 10 km, il n'a jamais couru de sa vie, tu vas peut-être commencer par le faire marcher, tu ne vas pas lui dire bah, va courir 1 km. Ok, tu as quelqu'un qui n'a jamais fait du sport en salle, tu vas peut-être pas lui faire le mouvement le plus difficile. Tu vas lui peut-être faire un exercice d'isolation, essayer de lui faire comprendre le mouvement. Ou des machines guidées. Ou des machines guidées, ou en fait quelque chose de simple, commencer simplement. C'est comme on l'a dit au début, la surcharge progressive, ça englobe aussi le technique et la complexité. Toutes tes capacités. Toutes tes capacités. Oui, tout, exactement. Et en vrai, même le mental, on pourrait même aller loin et rentrer dans le mental. Ouais. Le truc, c'est que ce n'est pas notre domaine et peut-être qu'à terme, on fera intervenir quelqu'un sur la prépa physique. Bon, ok, en vrai, je tease déjà parce qu'on a déjà une idée de qui on veut faire intervenir. Mais voilà, c'est juste pour dire que ça concerne tout. Et je finirai juste sur cette partie en disant que quand tu débutes, il vaut mieux que tu en fasses moins que trop. Parce qu'une fois, en fait, moi j'aime bien dire que le trop, en fait, ça rime avec trop tard. Parce qu'une fois que tu en as fait trop, une fois que tu es blessé, c'est trop tard, il n'y a pas de retour en arrière. Et au final, ces retours, c'est même pas un retour à zéro. Parce que si tu n'as jamais fait de sport en salle, ok, il est là ton niveau zéro. Ouais. C'est que là, si tu te blesses dès le début, bah en fait, tu es même au niveau -1 ou -2, tu vois. Oui, carrément. Donc, déjà le moral dans les chaussettes. Donc, ouais, et en plus de ça, et puis là, tu te dis, j'ai même plus envie d'en faire. Donc, au début, il faut accepter d'en faire moins qu'en faire trop. Et encore une fois, on vise le long terme. D'en faire moins que trop. Et bon, du coup, vous allez pouvoir vous dire, ouais, mais ils se contredisent. Avant, ils nous disent qu'il faut mettre une certaine charge pour stresser, être proche de cette ligne rouge, parce que sinon, on n'a pas d'adaptation. Mais maintenant, ils me disent d'être trop loin. Oui, parce qu'il faut commencer ici, puis se rapprocher progressivement de cette ligne. Ok, si tu commences tout de suite ici, c'est mort pour toi. Il faut commencer en dessous. Il vaut mieux en faire, ouais, c'est ça. Il vaut mieux en faire moins au début que trop. Et progressivement évaluer ses capacités, sentir aussi ce dont on est capable de faire. Parce que moi, je trouve que le subjectif est ultra important. Je pense que tu l'utilises beaucoup aussi. Énormément. Quand tu programmes des séries de temps de rep avec un RPE, avec un RIR, un nombre de répétitions en réserve ou un nombre de… Un temps en réserve, voilà, TER, TIR. Un temps d'effort en réserve, etc. Et au-delà de ça, RPE, TIR et RR. Et si on prend un peu le Functional Range System, des pourcentages d'intention. Des pourcentages d'intention, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose de subjectif. Ouais. Enfin, voilà. Tu te dis, là, j'ai l'impression de forcer à 80% de ce que je peux faire. Exactement. Là, à 50%. C'est ultra subjectif, mais si tu apprends à l'utiliser, tu gagnes de l'expérience là-dessus. En fait, ça devient, je pense, le meilleur outil, le meilleur outil pour réguler ton volume et ton intensité. Ouais, exactement. Et une dernière chose avant de passer à la suite, où on va rentrer dans le concret. Je vous promets, on va rentrer dans le concret. C'est sur… On a parlé du courage de commencement sur une autre vidéo que tu as déjà mis sur ton compte. Ouais. Le courage de commencement, c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ouais, mais ils me disent de commencer loin pour partir de quelque chose de très loin et puis augmenter progressivement. » Ça, c'est un point. Sauf que dis-toi que quand tu débutes, tu es un vrai débutant, tu ne connais rien. Donc de faire 1, c'est toujours mieux que de faire de 0. Tu vas avoir des informations, avoir certaines choses que tu vas pouvoir tester, apprendre, comprendre. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin à la séance prochaine. Et donc justement, on en bascule sur le concret. Comment faire une surcharge progressive si tu t'entraînes tout seul ou si tu trouves que ton coach il t'aide pas trop, enfin, tu t'entends pas forcément bien avec lui, comment déceler s'il ne te fait pas progresser Enfin, il ne te fait pas une surcharge progressive. Laisse-lui le temps de te faire progresser. Voilà, exactement. Mais comment faire une surcharge progressive? Et on va avoir 3 échelles. À l'échelle d'une séance, à l'échelle d'un cycle, okay, que ce soit 1, 2, 3 mois, 4, 8, 12 semaines, ou à l'échelle, voire même d'une saison, okay, d'une saison ou d'une carrière sportive. Ouais. Je te laisse commencer à l'échelle d'une séance. Alors, c'est simple, donne des trucs concrets. En vrai, c'est large. Hein.
C'est large. C'est large aussi parce que ça dépend pour quel objectif on va travailler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait aujourd'hui que quand tu t'entraînes, tu peux développer plusieurs qualités physiques en même temps. Non, c'est le croisement. Ah, c'est linéaire. Périodisation linéaire. Non, tu peux développer plusieurs qualités physiques en même temps. Tu ne vas pas en développer 50, mais tu peux en cibler 2 ou 3. De la mobilité, de la vitesse, de la force, bref. Déjà, la surcharge progressive que tu vas pouvoir faire, c'est pendant ta préparation, pendant ton warm-up, ton échauffement. Déjà ça, en fait, c'est déjà une surcharge progressive. Si tu vas faire de la force ou même de la vitesse, en fait, tu vas venir progressivement stimuler ton système nerveux, stimuler tes différents tissus à produire de la force, à produire de la vitesse. Ça, c'est déjà en fait une… Comprends bien que tu pars de zéro, pas chaud, Ouais, je m'échauffe jusqu'à ma série. Si tu pars de zéro et tu fais tout de suite ta série, Ouais. déjà, il n'y a pas de surcharge progressive au sein même de ton échauffement. Exactement. Et si tu pars pour aller faire je sais pas, 3 RM au back squat, donc 3 reps avec la charge max que je peux déplacer sur ces 3 reps, si déjà pendant ton échauffement, tu t'es pas approché de cette intensité-là, il n'y a pas de surcharge progressive. Tu n'es pas dans le juste. C'est vrai. Et au-delà de ça, c'est là, il a bougé. Ah, ça fait partie des aléas du direct. Ok, on est dehors en pleine nature, on a entendu un bruit. Bref, On a eu peur. moi j'ai cru, je sais pas, il y avait un chien. Peut-être que si on avait été exposé progressivement à des bruits auxquels on n'est pas habitué. On serait pas stressé. Voilà, exactement. Exactement. Et au-delà, du coup, moi je vais partir sur vraiment quelque chose d'encore plus concret. Ton échauffement, t'as bien compris. Ah ok, bon vas-y alors, je te laisse faire. Vas-y. Et par exemple, moi… C'est l'arbre qui nous a perturbés. Exactement, c'est l'arbre qui nous a perturbés. Moi j'aime bien par exemple, tu vois, au sein d'une séance, partir un peu du volume et aller vers l'intensité. Par exemple, on garde toujours cet exemple de squat parce qu'on parle de ça depuis le début. Par exemple, je vais donner à la personne 4 séries de squats à faire, ok, et sur les 2 premières séries, je peux lui demander de faire des séries de j'en sais rien, 10 reps. Et puis, sur la série 3 et 4, je vais lui demander de faire peut-être 6. Et puis, sur la dernière, 4 reps. Okay, ce qui fait qu'en lui demandant toujours le même RIR, donc le même nombre de répétitions en réserve, ça veut dire que théoriquement, elle va être capable d'augmenter les charges qu'elle va utiliser pour travailler. Donc là, c'est un exemple de surcharge. Okay, on pourrait en faire 20 milliards. On aurait très bien pu faire l'inverse, okay, commencer avec du lourd et ensuite avoir du plus léger entre guillemets pour avoir plus de volume. Ça, comme on l'a dit au début, ça dépend du contexte et puis des objectifs qu'on a. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien faire quand je programme. Ouais, de volume à intensité, intéressant. Exactement. Ou dans l'autre sens, et ça dépend. Ça dépend aussi dans l'autre sens. Et puis, je trouve que c'est… Dans tout ce qu'on parlait de subjectif, là, on a enfin quelque chose qui est vraiment objectif. En gros, tu es parti, certes, de beaucoup de reps à une charge un peu faible, mais tu es allé vers moins de reps à une charge plus lourde. Plus élevée. Donc, automatiquement, tu as eu de la progression, tu as eu une surcharge. Tu es parti de léger à lourd. Donc c'est là où je pense que dans un entraînement en salle, et après je vais passer sur un entraînement, une séance en outdoor, mais sur un entraînement en salle, ce qui est important, en fait, c'est se dire que le moindre kilo, c'est une progression, c'est une surcharge. En fait, pars à une charge que tu es sûr de valider pour te rapprocher progressivement de l'échec, d'un nombre de répétitions en réserve qui diminue, pour après, pourquoi pas, aller à l'échec. Et quand à l'échec, on fait quoi quand on est à l'échec? Tout simplement, tu essayes d'augmenter ta charge à l'échec. Exemple, tu as fait 6 reps à l'échec, peu importe le mouvement, 6 reps à l'échec à 20 kg. Ok, très bien. Et la semaine prochaine, tu essayes de faire 6 reps à l'échec à 21 kg. Ou 7 reps à 20 kg. Ou 7 reps à 20 kg. Ça dépend. Il y a plein de moyens d'augmenter en fait. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, la programmation, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tout est réfléchi. Il faut… Parce que 6 reps à l'échec, en passant de 20 à 21 ou 7 reps en restant à 20, c'est pas les mêmes adaptations aussi. Exactement. C'est pas forcément les mêmes adaptations. Et on cherche à biaiser le signal d'adaptation en fonction des objectifs qu'on a. Pour l'outdoor, du coup? Ouais, pour l'outdoor, du coup, si on parle un peu d'outdoor, au niveau à l'échelle d'une séance, ça peut tout simplement être, imaginons, on prend quelqu'un qui débute la course à pied ou qui débute le vélo. Déjà, ta séance, elle va être courte. Okay, donc tu peux augmenter ce temps de séance. Au lieu d'aller courir 1 heure ou 1 km,
ou alors plutôt 5 km, tu vas aller courir 1 km ou simplement 20 minutes. Commence light. Tu peux aussi alterner au niveau du stress mécanique qui est imposé. Okay, au lieu de courir vite, tu peux courir lentement. Okay, commencer à intensité très simple, une intensité subjective de 2-3 sur 10. Ou alors tout simplement faire de la marche. Au lieu de courir, marche. Donc voilà, au sein d'une séance, c'est plutôt au niveau du volume général. Et après, quand tu es pas expérimenté, mais que si tu commences à connaître un peu plus l'entraînement outdoor, passer sur quelque chose d'un peu plus intense. Tu peux rester à 1 heure, mais au lieu de faire 1 heure facile, tu fais 40 minutes facile, puis 20 minutes un peu plus dur. Ouais. Tu as augmenté la difficulté de ta séance, c'est une surcharge. C'est pareil que les kilos qu'on disait tout à l'heure, ou la proximité de l'échec, ou simplement le temps sous tension. Ouais, en fait, on module le volume et l'intensité. Au sein d'une seule et même séance. Okay, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Essaye de comparer tes séances les unes aux autres. Est-ce que celle-ci était plus volumineuse ou est-ce que celle-ci était plus intense que la précédente? Okay, je pense que là, du coup, on a peut... donné des clés à l'échelle d'une séance. Ouais, on a donné des clés à l'échelle d'une séance et maintenant on peut même extrapoler à l'échelle d'un cycle. D'un cycle, ouais, de plusieurs semaines, ouais, en fait. plusieurs semaines. De plusieurs semaines. Ben, moi, au final, ce que je fais à l'échelle d'une séance, je le fais aussi à Commande C, commande V. Je le fais, ouais. CTRL-C, CTRL-V. Non, commande Apple. Ah, pardon. Au final, c'est vrai que ce que je fais à l'échelle d'une séance, je peux aussi le faire à l'échelle d'un cycle. Ça dépend, encore une fois, du signal que je veux envoyer. Est-ce que je veux développer de la force? Est-ce que je veux développer de l'hypertrophie? Est-ce que je veux développer de la vitesse? Donc ça dépend si on est sur du structurel, si on est sur plutôt du nerveux, du central. Du cardiovasculaire aussi? Oui, du cardiovasculaire, exactement. C'est vrai que c'est moins mon domaine, mais on va dire que... Tu l'oublies pas. Non, je ne l'oublie pas. Et puis je peux programmer, on va dire, la base, mais dès que ça va être du spécifique, là, c'est clair que ce n'est pas mon domaine. Et je préfère te donner la main parce que... Allez hop. Non, mais parce qu'il faut aussi admettre que tu ne peux pas être compétent partout. Il y a tellement de choses. Je pense que sur cet épisode-là, on se rend bien compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans l'entraînement. Et là, on a parlé d'une infimité, pardon. Et que, ouais, et on peut pas, en fait, tu peux pas tout maîtriser. Donc, on a combien de temps là déjà? 45, 48, je pense. Ok. On va faire en sorte que ce soit pas trop long, ok? On essaye de faire moins d'1 heure. Donc, en tout cas, à l'échelle d'un cycle, ça peut être ça. Ça peut être, moi j'aime bien encore une fois, partir au début du cycle avec un peu de volume et progressivement diminuer le nombre de reps pour que la personne puisse augmenter les intensités. Je fais moins de volume, mais le volume que je le fais à une plus haute intensité avec des charges plus importantes. Mais encore une fois, c'est super vaste. Ça dépend vraiment des objectifs du contexte concert. Encore une fois, je pourrais faire l'inverse avec un autre athlète. Je pourrais faire complètement autre chose avec un autre. Mais voilà, l'idée, c'est de moduler en fait ces paramètres volume-intensité en fonction des objectifs qu'on veut faire. Ouais. Toi, comment tu fais sur l'outdoor? Sur l'outdoor, au niveau d'une... Alors, en fait, c'est à peu près pareil, mais c'est au niveau d'un cycle. Pareil, on va soit cibler ton volume. En fait, simple, hein, on prend un cycle de 4 semaines, 1 mois. Sur 1 mois, tu as couru 100 heures. Sur l'autre mois, tu as couru 110 heures. Tu as augmenté son volume. Ok, mais si par exemple, pour faire un volume pour augmenter progressivement, pour faire une surcharge progressive, pardon, excusez-moi, sur de l'endurance fondamentale. Sur de l'endurance fondamentale, qu'est-ce que tu vas faire? Le volume, encore une fois. Ou alors, on peut manier ce volume d'endurance fondamentale. En fait, cette intensité d'endurance fondamentale, ouais. pardon. Donc, tout simplement, soit tu lui fais des séances plus longues. Donc, exemple, on court 2 heures à basse intensité dans la semaine, au total, ou dans chaque semaine. Donc, ou on va dire 8 heures au bout de 4 semaines. Ouais, imaginons 4 fois 30 minutes dans la semaine. Voilà, et bien justement, c'est là où j'allais en venir. Imaginons qu'on a fait 4 fois 30 minutes dans la semaine, ce qui nous fait 4 fois 4, 16 séances dans le mois de 30 minutes. Ok ? Ou à la place de faire 16 séances de 30 minutes, je fais 8 séances de 1 heure. Je n'ai pas augmenté le volume en lui-même. Par contre, au sein du cycle, enfin des 4 semaines, j'ai diminué le nombre de séances, donc mes séances sont plus longues. Donc ce n'est pas le même stress pour mon organisme. 30 minutes, c'est pas pareil que 1 heure. Ok, c'est la même intensité, mais c'est pas pareil que 1 heure. Ok, tu peux même jouer
l'intensité en elle-même dans la basse intensité. Est-ce que je suis loin de mon premier seuil? Est-ce que je suis en plein milieu de ma zone 2? Ou est-ce que je titille ce premier seuil? Ok. Ouais. C'est pas le même stress encore une fois, c'est pas la même fatigue accumulée. On peut jouer au sein d'un cycle, donc sur le volume, encore une fois, tu peux jouer sur, en fonction de ton sport, le dénivelé, la distance, le volume horaire. Ok, tu as énormément de choses que tu peux. La fréquence d'entraînement, énormément de choses que tu peux varier. Et si on passe à côté de ça, donc sur l'intensité, en fait, tout simplement, c'est combien de temps tu vas passer à une certaine intensité. Mais au Le volume d'intensité. Bah ouais, le qu'on volume parlait au début. d'intensité. Et en fait, c'est pareil, dans ton intensité, tu peux très bien faire du tempo, qui est entre guillemets la basse intensité de la haute intensité, ou de faire des intervalles VO2 max, ou de faire des sprints. Enfin, c'est pas les mêmes adaptations. Et faire 30 minutes de sprint, c'est pas pareil que faire 30 minutes de seuil. Déjà, va faire 30 minutes de sprint, tu n'y arriveras jamais. Ok. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais au-delà du volume en lui-même, même si c'est la grosse base, je pense qu'il faut réussir à augmenter aussi son intensité parce que on peut très vite s'enfermer, surtout dans les sports d'endurance, dans un volume très très élevé sans intensité. Ok, tu passes de un cycle à 8 heures un cycle de 4 semaines à 100 heures, un cycle à 110 heures, un autre cycle à 120 heures. Tu as progressé ton volume, mais si ton intensité elle n'a pas augmenté, ok, c'est peut-être les adaptations recherchées, être plus endurant. Mais tu peux très bien rester à 100 heures et augmenter ta tolérance à une certaine intensité. Ouais. Ou tout simplement, si on fait que du tempo, ta tolérance au lactate. Okay, voilà, ça rentre dans le spécifique. Ouais, on rentre dans le spécifique, mais c'est encore une fois, tu as un volume de 100 heures en 4 semaines, tu peux le faire pendant peut-être 6 mois, ce volume de 100 heures pendant 4 semaines. Mais peut-être que le premier mois, tu vas faire que 100 heures à basse intensité. Le deuxième mois, tu vas faire 80 heures à basse intensité, 20 heures à haute intensité. Le troisième, tu vas faire 50-50. Puis tu vas revenir à que de la basse intensité, mais tu vas pas faire 100 heures, tu vas faire 110 heures. Ouais. Okay, c'est réussir à varier au sein d'un cycle. Donc encore une fois, on en revient, c'est un peu pareil qu'une séance, quoi. C'est juste à une vision long terme. Tu es juste en train d'extrapoler et du coup, on en vient d'ailleurs à l'échelle d'une saison. Je pense qu'on ne peut pas être vraiment concret à l'échelle d'une saison parce que de toute façon, pour moi, planifier à l'échelle d'une saison, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je pense que tu peux planifier sur 3 mois, 4 mois. Ah ouais, et encore, le meilleur outil, c'est la gomme. Hein. Ah ouais, voilà, c'est vrai, ça. Tu planifies sur 3 mois, ton gars, ton athlète, 2 semaines après avoir commencé, il te dit qu'il a été licencié, il change de boulot, il n'a plus les mêmes horaires. Ok, tu as planifié sur 3 mois, super, tu fais quoi? Tu lui dis non, continue. Ah, tu dois tout recommencer. Tu recommences pas tout. Ta trame, c'est la même. En fait, voilà, tu dois replanifier l'organisation. Mais en soi, voilà. Non, je suis d'accord. Mais je pense que si on peut donner des grandes directives très, 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 très larges, je pense que l'idée, c'est de progressivement augmenter son intensité. Et son volume. Ensuite, essayer de faire du volume d'intensité pour que par la suite, je puisse aller chercher d'autres intensités. Ouais, parce que, moi je pense dans le sport d'endurance, mais si tu fais du volume, une certaine intensité, puis du volume, puis un volume d'intensité, ça se trouve que ton intensité, on prend l'exemple d'un gars qui court 6 minutes au kilo, ça se trouve que son 6 minutes au kilo RPE 4, il va se transformer, à force d'avoir fait beaucoup de volume et beaucoup d'intensité, ce 6 minutes au kilo, ça va se transformer en RPE 2. Donc pour être en RPE 4, il faut qu'il court à 5,30. Ouais. Donc en fait, tu as tout repoussé. Donc en fait, tu as toujours de la marge de progression. Dans ta surcharge progressive, tu as encore une surcharge progressive. D'où l'importance de chaque entraînement est un test pour savoir où tu en es, connaître tes capacités. Donc ouais, si on veut, entre guillemets, conclure, parce qu'il y a un dernier point qu'on aimerait aborder, mais si on veut conclure, en fait, je pense qu'il faut comprendre volume, intensité, volume d'intensité, connaître ses capacités par des tests ou par ses entraînements, mettre les bonnes contraintes, surcharge optimale et avoir une vision long terme en fait. Avoir une vision long terme, pas à l'échelle d'une séance. À l'échelle d'une séance, ça se fait pas. À l'échelle d'un cycle, c'est déjà mieux, mais c'est compliqué à comprendre. Et à l'échelle d'une saison, comme tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ça n'a aucun sens de planifier à l'échelle d'une saison. En fait, il faut avoir une trame. Du coup, ça peut paraître contradictoire de dire qu'il faut voir à long terme mais que tu peux pas planifier une saison. Ouais, ça peut paraître contradictoire. Ça montre bien qu'il faut avoir des objectifs et il faut sans cesse
revoir ses objectifs. Les objectifs, en gros, ils balisent le chemin. Mais tu n'es pas à l'abri qu'à tout moment, en fait, tu as besoin de baliser un autre chemin parce que celui que tu es en train de prendre, il ne te plaît pas. Ouais. Il te convient pas même. Ouais, il ne te convient pas, enfin, il convient pas au contexte, à l'athlète, etc. Mm. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Le dernier point par lequel on voulait terminer, c'est le fait que la progression, elle n'est pas linéaire. Mm. Et du coup, la surcharge non plus. Moi, ce qui me vient en tête, c'est que on parlait du coup d'intensité. C'est que parfois, on veut travailler avec des pourcentages de notre max, d'un effort max. Et en fait, nos capacités, elles ne sont pas linéaires. Ça veut dire que je crois que j'avais fait une publication là-dessus sur la force justement. Et du coup, je vais parler de ça. C'est que ta force max, ce n'est pas la même d'un jour à un autre. Aujourd'hui, tu es capable de lifter 100 au squat. Demain, tu vas être capable de faire 120. Et puis le lendemain, tu vas descendre à 90 et tu ne sais pas pourquoi. Et au final, tes capacités ne sont pas linéaires. Donc, ta performance ne va pas l'être. Et in fine, ta surcharge ne va pas l'être non plus. Et c'est pour ça que nous, on aime bien travailler avec ces notions d'effort subjectif, que ce soit le RIR, le RPE, parce que aujourd'hui, ta barre de 100 kg, c'est un RPE 8, mais demain, ça se trouve que ce sera un RPE 6. Ouais. Donc en fait, tu ne seras pas du tout à la stimulation qu'on veut avoir, si par exemple on veut stimuler le nerveux. Et donc en fait, il va falloir que tu mettes plus lourd pour monter à ce RPE 8. Voilà moi à quoi ça me faisait penser. Donc au final, travailler avec des outils subjectifs, d'évaluation subjective, pour moi quelque part c'est ce qu'il y a de plus objectif. Peut-être pas au début, si tu n'es pas expérimenté à utiliser ces outils, ce sera peut-être pas très objectif, mais au fur et à mesure, tu vas prendre conscience de tes capacités, prendre conscience de tes limites et puis tu vas te sentir, tu vas te connaître. Tu te dis « Ah, aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu fatigué, j'ai peut-être pas assez mangé, j'ai peut-être pas assez dormi, donc je ne suis pas capable de linéariser ma performance. Ouais. Je ne sais pas si l'image est claire, mais, en fait, mais voilà. C'est ne pas linéariser sa performance. Et au-delà de ça, en fait, c'est que si tous les jours tu es fatigué, elle va être linéaire ta performance. Mais mais vers le bas. Elle sera linéaire vers le bas. Oh le con. Oh, il régresse, mais il continue de s'entraîner. Non, mais ouais. En fait, j'aime beaucoup ce que tu as dit avec le subjectif, c'est le plus objectif. Ouais. Je vais citer Sean Seal de Upside Strength. Un jour en visio, il m'a dit que le subjectif, c'est un super pouvoir. Ouais. Mais il a totalement raison. Au départ, tu ne connais pas ce super pouvoir. 80%, 50%, 20%, tu n'arrives même pas à savoir où tu en es. Okay, ou alors, tu arrives à objectiver avec un dynamomètre, par exemple. Okay. Ouais, sur des productions de force, ouais, par sur exemple. Des productions de force. Tu arrives à objectiver avec un dynamomètre. Imaginons que tu n'as pas de dynamomètre, tu ne peux pas objectiver. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que toi, avec ton intensité subjective, tu arrives à te connaître le plus possible pour savoir où tu en es réellement. Et ça deviendra objectif. Ouais, et pour te dire, là, je force à 20%, là, je force à 50%. Mais là, de toute façon, au-delà de... Voilà, exactement. Mais au-delà de l'intensité, si on prend quelque chose d'objectif, on a toujours vécu... tout le monde a vécu cet entraînement où la barre à vide te paraît lourde. Ouais. Où le lendemain, tu viens, la barre à vide, au lieu de te paraître 20 kilos, elle t'en paraît 10. En fait, c'est juste, actuellement, tu es peut-être plus en forme, et le jour où elle t'en paraît 30 au lieu de 20, non, tu es fatigué, c'est pas grave. Monte. Si c'est écrit 3 fois 10 reps à... 3 fois 3 reps à 82% de ton RM, avec... Donc c'est là où c'est cool de relier, okay, de corréler subjectif et objectif, un pourcentage d'un RM, objectif, un RPE, subjectif. 3 fois 3 reps à 82% de ton RM avec un RPE si possible de 8, 9. Okay, et on peut encore ajouter avec un RER de temps, 1-2 reps. Okay, par exemple. Et bien à ce moment-là, plus tu as d'informations, plus tu vas pouvoir te baser toi sur tes capacités, en fait, ta capacité à te connaître ou ta capacité à respecter un RPE ou ta capacité à respecter un pourcentage. Et ça se trouve que ce 82% à 3 reps le lundi, c'est
pile poil RPE 8, RER 1-2. Pile poil. Donc tous les paramètres sont au vert. Ça se trouve que le vendredi, ce 82%, c'est RPE 6. Donc c'est trop simple. Va chercher un 85, 86% peut-être. Ok. Ouais. Et peut-être que ce 82%, comme l'a dit Nathan, eh ben, le lundi de la semaine d'après, c'est plus un RPE 8, c'est un RPE 9, voire 10, tu es quasiment à l'échec. Tu n'as plus beaucoup de reps en réserve. Diminue un petit peu ta charge parce que ce n'est pas l'objectif recherché de la séance d'être à l'échec. Exactement. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas dire objectif ou subjectif, mais il faut dire objectif et subjectif. Ouais, exactement. En fait, C'est ça. plus tu as d'infos, mieux c'est. On a beaucoup parlé de charge. Maintenant, si je reviens juste pour finir sur la partie outdoor, pour les cyclistes ou pour les runners, que ce soit au niveau puissance, développé, vitesse, allure maintenue. Tu fais pas la natation. Gianni l'enclume. T'es trop fort. Non, je suis pas nageur professionnel, on laisse ça à Michael Phelps et aux entraîneurs de natation. Mais si on revient à quelque chose de subjectif ou d'objectif, puissance ou allure maintenue ou vitesse maintenue, ok, tu développes un 300 watts un jour J, tu as un RPE 8, tu développes un 300 watts un autre jour, tu as un RPE 7, bah voilà, augmente tes watts et puis voilà. Pareil, 6 minutes au kilo sur du plat, c'est pas 6 minutes en montée, ajuste à ton RPE, sauf si tu as un coach qui t'a donné une vitesse critique et qui t'extrapole des zones par rapport à un pourcentage de pente. Après, j'ai envie de te dire, objectif, subjectif, il faut avoir les deux. Plus tu as d'infos, mieux c'est. C'est ce que tu as dit, c'est objectif et subjectif. Voilà. Et moi, je dirais même subjectif et objectif. Parce que je pense que... dans l'autre sens. Voilà, exactement. Prendre ton subjectif et voir sur ce qui était demandé objectivement. Exactement, parce qu'au final, la surcharge... Pardon, je la refais sans avoir le cheveu sur la langue. La surcharge progressive fait le lien, nous permet de faire notre planification, notre périodisation. Mais au final, la périodisation, c'est rien de plus qu'un outil. Okay, on balise un chemin et à tout moment, on peut avoir besoin d'emprunter un autre chemin. Donc, ce qui est écrit sur le papier, tu dois faire tant de reps à tel pourcentage. Peut-être qu'aujourd'hui, ce pourcentage, ce ne sera pas la bonne stimulation et il va falloir faire un peu plus. Si on part d'un pourcentage objectif, j'entends. Ouais. Donc, c'est là où tu vas venir compléter avec le subjectif de dire « Ah ouais, mais si je travaille à ce pourcentage-là, eh ben, ouais, je me rends compte que c'est pas assez, il faut que je mette un peu plus. Ou alors c'est trop et je vais mettre un peu moins. Et je veux juste dire un truc, c'est le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, allez, on va appeler ça comme ça, le mot de la fin. En gros, le mot de la fin, c'est pour subjectif et objectif, c'est j'ai déjà parlé avec pas mal d'athlètes qui ont travaillé énormément de temps au pourcentage de RM. Ok. Et à chaque fois que j'essaye de leur éduquer, de leur apprendre le subjectif, le RPE, le RER, le TER, c'est tout le temps quasiment la même réponse. Oui, mais j'y arrive pas. Ok. Donc, je te donne des pistes. Essaye de ne pas t'enfermer dans quelque chose que tu n'arrives pas. Parce que si tout simplement tu t'enfermes dans oui, j'y arrive pas, à ce moment-là, tu n'y arriveras jamais. Si tu ne veux pas travailler au RPE, tu ne veux pas travailler au RER, à ce moment-là, tu ne pourras jamais te dire oh, ok, je suis à RER combien temps ou RPE temps. Ouais. Okay, c'est impossible. Il faut pratiquer pour se dire hier j'étais RPE 8, peut-être que je me suis menti, j'étais RPE 5. Tu pratiques, t'apprends, note, relis, apprends et essaye d'être plus juste sur ton ressenti. Affine tout ça. Donc, vraiment, teste des choses et essaye d'apprendre plutôt que de s'enfermer dans une méthode. D'accord ? Vraiment, c'est tester et c'est simplement, c'est test en fait. Prends un maximum d'informations et ça te permettra d'être le plus juste possible et d'acquérir, encore une fois, ce super pouvoir qui est l'intensité subjective. Voilà. Ok, moi du coup, en fait, je te pique le mot de la fin. En fait, je te lance. Le mot de la fin, c'est juste quelque chose que j'aime bien dire, c'est l'entraînement est une expérience. Moi, je te pique le mot de la fin. C'est tout. Plus jamais faible. Non, ok. Donc, simplement, pour terminer, Gianni, où est-ce qu'on te retrouve ? Moi, on me retrouve plutôt sur Insta, Train to Summit, ok. Et après, sur le podcast, quoi. Ouais, ouais, sur le podcast. Sur le podcast, mais sur Insta et puis un peu avec des collabs avec Nathan. Et au niveau de là où j'exerce en Savoie, Haute-Savoie.
Donc sur tout ce qui est présentiel, aux alentours de Aix-les-Bains, Rumi, Annecy. Et au niveau distanciel, après ça dépend, tout peut être faisable, mais principalement sur de la programmation outdoor, parce que j'ai pas encore toute l'infrastructure au niveau préparation physique distancielle. Et toi, Nat, Et moi, du coup, tes réseaux? essentiellement sur Instagram, NatJack, plus jamais faible. Voilà, c'est mon petit slogan. Du coup, je travaille en ligne. Et puis, au niveau présentiel, j'exerce pour le moment principalement du côté de la Suisse, donc vers Genève. Mais sinon, je suis localisé dans le secteur, pareil, Savoie, Haute-Savoie. Donc, voilà, je suis relativement disponible dans cette région, quoi. Ouais. Et puis venez nous rencontrer parce que franchement, Franchement, là où on est, pour ceux qui écoutent, vous ne voyez pas. Pour ceux qui regardent, là, euh, vous voyez que c'est c'est vraiment incroyable. incroyable. J'espère que la vidéo rend bien. J'espère que ce premier podcast vous aura plu. Qu'on n'est pas trop parti dans tous les sens, qu'on a été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit à nous contacter sur nos réseaux respectifs, qu'on mettra dans la description, tout ça, pour qu'il soit facile à trouver. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis, Une évaluation voilà, sur les plateformes d'écoute. à mettre un petit 5 étoiles, ça vous a plu. Et puis à partager s'il vous plaît, parce que c'est notre premier. Donnez-nous de la force, ok. Nous, on fait ça vraiment par passion et si derrière ça peut aider des gens, en fait, on a tout gagné. C'est juste du partage simplement. Et C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit de une. Mais au-delà de ça, moi je sais que je suis beaucoup présentiel, ok, je suis beaucoup humain. S'il y a des gens qu'on rencontre ou qu'on connaît déjà qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à nous en parler. Ouais, En exactement. réel, quoi. Ça fera un nouveau sujet de discussion. Exactement. On Donc, est personne, on n'est que des êtres humains. Ouais. Donc voilà. Et puis on est ouvert à tous les sujets. Voilà. Bon, merci d'avoir écouté. Ouais, merci d'avoir écouté. Merci Johnny. Et puis à la prochaine pour Au le prochain épisode. podcast.